Chapitre 3, où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30 et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice, élevé dans Pall Mall, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une Reading sauce de premier choix, d'un roast-beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de Chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé spécialement recueilli pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45, et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit, dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h moins 20, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de Mr. Phileas Fogg, comme lui enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stuart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, demanda Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol ?»« Eh bien, répondit Andrew Stuart, la banque en sera pour son argent. »« J'espère au contraire, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. »« Mais on a donc le signalement du voleur ?» demanda Andrew Stuart. « D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. Comment ce n'est pas un voleur? Cet individu qui a soustrait 55 000 livres en banknotes? Non, répondit Gauthier Ralph. C'est donc un industriel, dit John Sullivan. Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. Celui qui fit cette réponse n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni descriptaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de banknotes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement et pour ainsi dire à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre,
les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de banknotes ne revint pas, et quand la magnifique horloge posée au-dessus du drawing office sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol, bien et dûment reconnu, des agents, des détectives choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports, à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres, et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements qui devaient fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs, en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué, qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux.